Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, votre rendez-vous avec Michel Onfray et l'équipe de Front Populaire. Une émission qui vous explique l'actualité autrement, d'un point de vue souverainiste, en se posant toujours et prioritairement la question de la France. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique, justement, de la France, de la Franc-Afrique, des pays africains qui mettent dehors la France et nous demander pourquoi la France est en train de devenir le pays vomi de l'Afrique. Nous sommes en compagnie de Michel Onfray, bien sûr. Bonjour Michel. Et nous retrouvons Maxime Lenagar, rédacteur en chef de Front Populaire La Revue et frontpopulaire.fr. Notre invité, et on est ravis de le retrouver, Gérard Chaliand, géostratège, auteur de nombreux ouvrages de politique internationale. Bonjour à tous. Alors, avant de nous intéresser en particulier à notre perte d'influence sur tout le continent africain, y compris au Maghreb, je voudrais que le Maxime Lenagar nous décrypte cette déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, sur la situation en Afrique et qui vraiment résume la situation. Le président parle d'une épidémie de putsch, Maxime. Oui, c'était lors de la dernière conférence des ambassadeurs de France réunis à l'Élysée, il y a une dizaine de jours, et c'était d'ailleurs 2 jours avant le coup d'État au Gabon. On pourrait presque soupçonner Emmanuel Macron de don prémonitoire, mais étant donné sa façon de gérer la France, c'est somme toute peu probable. Coup d'État au Gabon, donc, le dernier en date d'une liste qui commence dangereusement à s'allonger. Il y en a eu 7 des coups d'État en Afrique depuis 2020. Exception faite du Soudan, tous en Afrique francophone, Mali, Tchad, Guinée, Soudan, Burkina Faso et Niger, donc juillet 2023, et Gabon, août 2023. Difficile de résumer tous ces cas à un même modèle, mais quelques invariants tout de même. À chaque fois, une junte militaire renverse un président en exercice sur fond de corruption, établi ou soupçonné, pour former un gouvernement de transition, généralement avec l'objectif affiché de rendre le pouvoir aux civils. Toute la question est de savoir quelles sont les luttes d'influence qui se jouent à l'échelle internationale à travers ces divers putschs, et si le sentiment anti-français manifesté en Afrique depuis quelques années peut profiter, comme on le dit ou pas, à la Russie ou à la Chine. Alors, avant de retrouver Michel, Gérard Chaliand, notre invité, on pourrait dire qu'en ce moment, c'est un mauvais SAS qui se joue pour la France, qui pourrait s'appeler Panique en Afrique. En effet, la situation a été très longtemps gelée, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que on a vécu à peu près 60 années de ce qu'on appelle le néocolonialisme, une chose rare. Nous sommes finalement l'exception en Afrique. Les Britanniques, pour l'essentiel, sont partis gracieusement. Les Portugais ont été battus au Mozambique, en Guinée-Bissau et également en Angola. Donc restait la France qui a joué une carte néocoloniale avec beaucoup de talent, puisqu'elle a perduré quand même 6 décennies. Bon, Monsieur Foccart, entre autres, a été tout à fait instrumental dans cette affaire. Bon, ça devait arriver un jour. Et pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui ? D'abord parce que ça a assez duré. Deuxièmement, parce que nous n'avons pas résolu grand-chose. Troisièmement, parce que le monde a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, le monde est devenu multipolaire. Ça, c'est très nouveau. Avant que la Chine devienne le numéro 2, finalement, il y a eu une période où il n'y avait plus que les États-Unis, après l'effondrement de l'Union soviétique. Avant ça, c'était le jeu à 2. Maintenant, c'est devenu très difficile de prévoir quoi que ce soit parce qu'on est dans un monde incertain avec une véritable redistribution des cartes avec les Chinois, avec les Russes, avec les Turcs et bien d'autres. L'Inde, par exemple, joue un rôle considérable. C'est quand même intéressant de signaler que l'Inde, l'année dernière, a dépassé la Grande-Bretagne. La reine Victoria a dû se retourner dans sa tombe. Imaginez en 1870 que les Indiens avaient dépassé la Grande-Bretagne, c'était impensable. Ben voilà, c'est arrivé. Bon, donc le monde change et nous, on a été long à le reconnaître parce que finalement nous sommes très conservateurs. Et là, on s'aperçoit d'un seul coup que, bon, comme l'a dit le président, c'est une succession de putsch. L'un en amène un autre, on se dit pourquoi pas nous. Oui, alors on a l'impression quand même qu'il y a une fièvre en ce moment anti-française. Michel, vous l'interprétez comment cette fièvre anti-française ? D'abord, quand on ne tient pas sa place, les autres la prennent. Et je pense que Macron ne tient pas sa place, ici comme ailleurs. Il n'y a pas vraiment de politique étrangère lisible et claire.
Il y a eu une France-Afrique jusqu'à lui. C'est pas parce qu'effectivement, on aurait dit à un moment donné qu'elle se terminait. On sait bien que Foccart a repris du service quand Chirac est arrivé au pouvoir et que les autres se sont servis de ces réseaux-là. Je pense que l'état de l'Afrique est déplorable aussi d'un point de vue intérieur, c'est-à-dire que on laisse faire un certain nombre de dictateurs parce que finalement ils sont très utiles à nos politiques économiques et que ils pillent les pays. D'abord, ils se moquent éperdument des droits de l'homme. Ensuite de ça, quand ils sont propriétaires d'un certain nombre de richesses, je songe à l'Algérie par exemple, au gaz et au pétrole, c'est confisqué par puisque l'Algérie fait partie de l'Afrique, c'est confisqué par une minorité mafieuse qu'on entretient au pouvoir, que la France entretient au pouvoir. Alors probablement il y a des arrangements avec le ciel, il y a des valises qui doivent circuler de part et d'autre de la Méditerranée, et puis il y a un moment donné où quand on ne renvoie pas l'ascenseur, et que les Russes, eux, le renvoient, et que les Chinois, eux, le renvoient, les pays africains, et surtout les dictateurs, ils voient leur intérêt. D'abord, ils sont maintenus au pouvoir par ces dictateurs que sont les Russes et que sont Poutine et Xi Jinping. Et nous sommes incapables d'avoir une vraie politique. Je rappelle que quand on stigmatise Foccart, il faut rappeler que le général de Gaulle décolonise beaucoup et qu'il dit, mais bon, si on décolonise, ça veut dire qu'on donne le pays soit aux États-Unis, soit à l'Union soviétique. Et il disait, il faut que nous gardions une influence, une zone d'influence. C'était une façon de dire que la France existait aussi indépendamment des États-Unis et de l'Union soviétique. Absolument. Aujourd'hui, la France est incapable de dire qu'elle existe aussi, indépendamment de la Chine, indépendamment de l'Inde, indépendamment des États-Unis. On n'a plus les moyens d'une politique, donc on se fait mettre simplement à la porte par des gens qui nous disent « vous ne faites plus partie du jeu, vous êtes hors jeu ». Alors il y a quelque chose qui est circonstanciel et qui passe mal en Afrique, c'est le soutien inconditionnel des Européens, des États-Unis à l'Ukraine. Les Africains ont compris à travers cette affaire qu'un pays blanc européen agressé valait beaucoup mieux, beaucoup plus en tout cas qu'un pays africain. Le traitement n'était pas le même finalement, suivant que l'on s'appelle le Soudan ou l'Ukraine. Écoutez un peu ce que disait Dominique de Villepin il y a quelques jours. Il y a par ailleurs du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux poids deux mesures, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est et un désintérêt relatif pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. Oui, alors Gérard Chaliand, ça a accéléré ce soutien très fort, toutes ces manifestations de solidarité avec l'Ukraine, ça a montré aux Africains un exemple qui n'était pas de mise sur le continent. C'était une preuve de plus, simplement celle-là a été éclatante. Jamais on n'avait aidé aucun pays avec la même ardeur, avec la même unanimité, etc. Mais enfin, le deux poids, deux mesures, il existe depuis le début. C'est-à-dire que on pouvait mourir au Congo, c'était pas très important si on le compare avec un attentat terroriste sur le continent européen. Oui, et Michel, vous êtes d'accord, ça a soulevé le couvercle d'un seul coup et on s'est rendu compte à quel point nous avions des affections très particulières et très inégales. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens du discours qu'avait fait Sarkozy quand il avait été élu, un discours écrit par Henri Guénaud, qui croyait encore à sa politique, et il y avait vraiment un projet international universel, planétaire de la France, où il était question de réunir les deux bords de la Méditerranée, de faire de telle sorte que nous puissions avoir une vraie politique à l'endroit des Africains qui aurait permis justement de régler le problème des migrations autrement que de manière béate, comme les Maastrichtiens, en disant laissez venir à nous les immigrés, ou de manière un peu sotte à la Zemmour, en disant on n'en veut pas du tout, et quiconque est aujourd'hui maghrébin, même s'il ne pose aucun problème et qu'il est là depuis 3 générations, doit repartir chez lui, alors que chez lui c'est la France. Il y avait vraiment un travail à faire pour mener une vraie politique qui permettrait de développer des infrastructures sur place de façon à ne pas rendre désirable l'Europe ou la France. Et ce travail-là n'est évidemment pas fait. J'en avais parlé un jour avec Henri Guénaud en lui disant mais vous aviez fait un très beau discours, mais pourquoi est-ce que ça n'a été suivi d'aucun effet? Ça c'est Sarkozy, des grands effets d'annonce, des grands coups de gueule, et puis tout ce qu'on voudra pourvu qu'il reste au pouvoir et s'y maintiennent. Mais ces gens-là n'ont qu'un profond mépris pour la France. Si vraiment ils avaient eu le souci de la France et bien sûr le souci de l'Afrique, comme d'un grand continent avec un grand peuple qui se trouve en souffrance, on aurait constaté effectivement que s'il y a de la souffrance africaine, c'est parce qu'il y a des dictateurs africains, que nous soutenons ces dictateurs africains, que les droits de l'homme, on n'entend jamais Bernard-Henri Lévy par exemple sur ces questions-là, mais que les droits de l'homme ça va bien un peu partout dans le monde, sauf en Afrique, où nous pourrions effectivement imaginer que on peut traiter le problème en Libye autrement qu'en
souvent des dictateurs où on met un pays à feu et à sang. Mais comme il n'y a pas de politique française et nationale, il n'y a pas non plus de politique européenne en dehors de l'européisme béat, il n'y a pas non plus de politique internationale en France depuis le traité de Maastricht, je dirais, où finalement les affaires sont traitées par Bruxelles et la France obéit. Et là, on se fait mettre à la porte. Ouais. Là, on se fait mettre à la porte parce qu'on nous dit, bon, vous êtes des valets, rentrez chez vous, on n'a plus besoin de vous. Et puis d'autres sont plus efficaces, comme les Russes, comme les Chinois. Absolument. Dans un instant, avant de parler du malaise entre la France et le Maroc, on va se demander aussi si le comportement du président Emmanuel Macron, on va revenir là-dessus, ne nous a pas joué des tours. Je pense en particulier à cette affaire au Burkina Faso. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Nous parlons de l'Afrique aujourd'hui, de la France, de la place de la France en Afrique et des pays africains qui mettent tous dehors 7 coups d'État en si peu de temps. La France, toujours en compagnie de Michel Onfray et de Maxime Le Nagar, rédacteur en chef de Front Populaire, La Revue et de frontpopulaire.fr. Et notre invité est Gérard Chaliand, géostratège, auteur de nombreux ouvrages qu'on est ravis de retrouver. Alors, je voudrais, avant de vous passer la parole, Gérard Chaliand, que l'on revienne sur cette affaire du Burkina Faso. Maxime Le Nagar, rappelez-nous le comportement un peu familier pour le moi-même d'Emmanuel Macron devant le président burkinabé, et ça ne vous a valu beaucoup de ressentiment. Oui, c'était en 2017, la scène a eu lieu, rappelez-vous, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, un mardi de forte chaleur, un peu comme ce samedi. Emmanuel Macron est en Afrique pour 3 jours qui vont le conduire du Burkina Faso au Ghana en passant par la Côte d'Ivoire. Il est ce jour-là face à 800 étudiants burkinabés dans un amphithéâtre. Et après 2 heures de discours à l'occasion d'une question d'une étudiante au sujet d'électricité, Emmanuel Macron commence par rappeler que la France n'est plus une puissance coloniale et que chacun doit compter sur ses propres forces. Je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso, c'est le travail du président, déclare-t-il. À ce moment, le président burkinabé, un Roch Kaboré, qui a d'ailleurs été destitué en 2022, un coup d'État au Burkina Faso, il rit, mais se lève et quitte la salle. Et Emmanuel Macron d'ajouter à demi hilar, du coup il est parti réparer la clim, fin de citation. Alors à partir de là, beaucoup de commentateurs ont essayé d'analyser la réaction ambiguë du président burkinabé, c'est-à-dire qu'il sourit en même temps et quitte la salle. Son conseiller spécial à l'époque a nié tout incident diplomatique, quoi qu'il en soit. Il y a quand même un consensus sur le fait que, le manque de retenue, la familiarité et la décontraction relative du président français sont peu admissibles dans le cadre des relations internationales. Emmanuel Macron oublie régulièrement d'ailleurs qu'au nom de la théorie des 2 corps du roi, il est à la fois lui-même et la personnification de l'État français, et qu'à chaque fois qu'il se ridiculise sur la scène internationale, c'est la France qui la baisse à son niveau. Oui, Michel, vous parlez souvent de cet enfant roi qui nous préside et dont le comportement parfois donne des sueurs. Moi j'ai eu honte, j'ai vraiment eu honte quand j'ai vu ça, j'en ai pas cru ni mes yeux ni mes oreilles d'ailleurs. Je me disais mais c'est pas possible qu'on s'adresse de cette manière-là à un président de la République. Moi je pense que j'aurais, enfin bon, je suis pas président de la République africaine, mais de ce pays-là, mais je veux dire du Burkina, mais il y a un moment donné où on ne permet pas. On ne permet pas et on relève l'insolence et on demande des excuses en public en présence des micros, des caméras et on prend le monde entier à témoin. Alors il sourit parce que je présume qu'il est gêné de voir un sale gamin insupportable, cynique comme il est de toute façon avec tout le monde, sauf peut-être avec sa femme qui doit y échapper et qui doit être la seule. Mais il y a un moment donné où effectivement on se lève et puis on dit maintenant vous quittez cette salle, vous ne nous parlez pas sur ce ton-là et puis voilà, on fait un incident diplomatique. Mais cette façon de sourire est probablement la façon de marquer un embarras, une réflexion qui peut prendre 10 secondes, 15 secondes et ça paraît long devant des caméras et puis il se lève et il s'en va. Et ce crétin de Macron qui s'en vient dire du coup il est parti réparer la climatisation, ça mérite une double paire de gifles quoi. Donc je trouve un peu normal que en ayant offensé ce peuple, en ayant offensé ce chef de l'État, eh bien on récolte aujourd'hui ce qu'on a semé, enfin du moins que le chef de l'État fasse récolter par la France ce qu'il aura semé, c'est-à-dire qu'il déverse des ordures sur des gens qui normalement devraient être souverains et qui sont aussi respectables, qui devraient être respectés autant que le président de la République des Américains, le chef d'État américain, ce qui n'a pas été le cas. Donc je pense qu'effectivement on se fait mettre à la porte aujourd'hui parce que d'une certaine manière la France l'a bien mérité, même si moi je me sens pas du tout solidaire de ce président-là, Macron, et que j'ai un peu honte de savoir que cet homme nous représente pour cette politique qui ne rime à rien, qui est juste une politique d'insolence et de cynisme d'un sale gamin. Gérald, pardonnez-moi, cette forme de paternalisme, est-ce que c'était pas de mise jusqu'à présent, cette manière un peu familière on n'avait pas vu ça avant Emmanuel Macron? Bon, écoutez, moi je
Je vois pas pourquoi tout ça, c'est la faute à Macron. Je veux dire, il a son style, d'accord. Mais la réalité, c'est que les rapports n'ont jamais cessé d'être paternalistes. Nous n'étions jamais, en Afrique, d'égaux à égaux. Ouais. Il y avait un patron, et puis il y avait des gens, en quelque sorte, qu'on avait placés là, qu'on encourageait par la corruption, qui étaient corrompus par nous-mêmes, et qui étaient en quelque sorte notre clientèle. Bon, alors il est rare qu'on s'adresse à sa clientèle d'égal à égal. Il y avait un côté, si vous voulez, de celui qui dirige et de celui qui a cessé d'être dirigé. Bon, voilà. Pour cette fois-ci, il y a une sorte de rébellion. Est-ce qu'ils vont changer de patron ? Est-ce qu'ils vont être plus libres pour ça ? La question vient d'être posée. C'est-à-dire que, bon, c'est très bien d'en finir avec un ex-colonisateur qui a conservé des habitudes coloniales. Mais pour aller avec qui ? Pour affirmer sa souveraineté, comment ? Pour faire de la croissance pour son propre peuple ? Ou alors pour continuer à empocher de l'argent par ailleurs ? Parce que finalement, on change de gens parmi ceux qui vous achètent. Oui, c'est un peu ce qui s'est joué en Afrique. C'est un peu une suite d'impérialisme finalement. Il y a eu l'impérialisme anglais, l'impérialisme français. Peut-être que là se joue maintenant l'impérialisme russe. Finalement, on a l'impression que les pays africains ont de la peine à devenir authentiquement souverains. C'est l'évidence. Et bon, les Russes et d'autres. C'est-à-dire que c'est chasse libre. On ne sait pas très bien qui sera important d'ici 20 ans. Est-ce qu'il y aura véritablement des États africains qui réussiront à être pleinement souverains ? Et comment est-ce qu'on peut devenir souverain ? Il n'y a qu'une seule technique. Il faut faire de la croissance économique. Regardez la Corée du Sud, regardez le Vietnam, c'est-à-dire qu'avec des régimes différents, on arrive tout de même à faire une chose qui compte, de la croissance économique. À partir de là, c'est fini l'humiliation. Tant que vous n'arrivez pas à aborder ce problème-là de façon sérieuse, bon, continuez à faire joujou, à être en fin de compte l'objet de quelqu'un. Ouais, Michel, on accuse tout évidemment la Russie de Poutine de vouloir déstabiliser la France. Vous disiez tout à l'heure que finalement c'est notre propre faiblesse, mais on accuse aussi la Chine de nos propres impérities. Oui, il est bien évident que ce combat ne se fait pas au nom de la souveraineté, il se fait au nom d'un changement de maître. Et il est évident que quand on voit des gens qui réclament la disparition de la France ou le départ de la France et qu'en même temps ils brandissent des drapeaux russes, on se dit effectivement que ces gens-là ne se libèrent pas pour la liberté. Ils se libèrent pour dire nous avons changé de maître parce que notre maître nous traite mieux. Il y a une espèce de relation de domination et de servitude. On avait mal pris l'intervention de Sarkozy qui citait toujours Guénaud, qui lui-même citait Hegel quand il me l'avait fait savoir que l'Afrique n'était pas assez entrée dans l'histoire. Alors évidemment, on a fait on a la raccourci, moralisatrice, et puis on aurait pu réfléchir sur ce que ça pouvait bien vouloir dire. Ça fait plus de 50 ans, par exemple, que l'Algérie est indépendante et souveraine. Ça fait 50 ans que ce pays a du gaz et du pétrole. Ça fait 50 ans qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Pourquoi y a-t-il autant, toujours, de misère, de pauvreté ? Pourquoi le peuple algérien est-il autant opprimé ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours, nous, la France, rendus coupables et responsables ? Et pourquoi est-ce que nos chefs d'État, les uns après les autres, font savoir qu'effectivement, voyage à Canossa, on présente ses excuses, bien sûr, c'est nous sommes coupables. Non, il y a un moment donné où on peut renvoyer l'Afrique des chefs d'État africains à eux-mêmes en leur disant mais c'est vous qui êtes coupables et responsables, c'est vous qui exploitez votre peuple, c'est vous qui parfois avez les moyens de créer de la croissance, puisqu'il était question de ce sujet. Et vous ne la créez pas, et c'est pas la faute des Français, c'est pas la faute de la présence des Français. Allez-y, vous avez des sous-sols, vous avez des talents, vous avez des bras, vous avez de la force de travail. Faites ce travail, mais comme ce sont des choses qu'on ne propose pas en termes de partenariat, eh bien évidemment, nous on se retrouve à l'autre extrémité avec des gens qui disent mais nous on a un rêve français ou un rêve européen, on veut traverser les déserts, on veut traverser la Méditerranée au risque de notre vie, et puis on arrive en Europe où ce sera Panama. Gérard Chaliand, vous voyez la main des services, on a beaucoup parlé des colonnes Wagner, de Prigojine avant qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé, mais est-ce que vous voyez la main des services russes ou des services chinois derrière tous ces putschs en Afrique ? Bon, ils sont présents, bien sûr. Je veux dire, c'est pas eux qui fomentent, c'est pas un complot contre nous. C'est-à-dire que c'est nous qui n'avons pas, comment dirais-je, regardé la situation en face. On s'est pas rendu compte à quel point, finalement, cette situation ne pouvait pas s'éterniser. Bon,
Ceci dit, bien sûr que tout le monde est présent. Hein. Les Turcs aussi sont présents. Chacun essaye de se placer. Les Turcs, On entend moins souvent parler des Turcs, effectivement. Oui, mais n'empêche, eux, ils veulent répandre l'islamisme, etc. Bon, tout cela, d'ailleurs, soit dit par parenthèse, et là on l'aborde pas assez, tout ça se fait aussi non seulement en changeant de patron, en quelque sorte, mais ça se fait aussi au nom d'idéologies sous-jacentes. C'est-à-dire que l'islamisme continue, lui aussi, de travailler en sous-main. Et ça, de plus en plus. Et alors, la grande faiblesse en Afrique, c'est que, contrairement à tous les autres continents, nous sommes là dans une croissance économique, du point de vue, je veux dire, démographique extraordinaire. L'Afrique double. Sa population. Qu'est-ce qu'on fait de cette population? Ils vont pas à l'école. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de perspective, et il n'y a pas moyen de sortir non plus. Personne ne veut de 300 millions d'Africains, pas même le Brésil. Donc, la crise est interne. Comment certains pensent la résoudre? Par l'appel à la morale religieuse. Bon, ça c'est des choses qui fonctionnent, comment dirais-je, de façon peu visible, mais profonde. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que, les choses changent, il y a une proclamation, etc. De plus en plus, nous marchons vers des guerres civiles qui vont se manifester, avec d'un côté d'ailleurs ces musulmans extrêmes, les zones qui n'ont pas été islamisées, mais qui au contraire soit étaient christianisées ou qui sont, comment dirais-je, non croyantes. Et il va y avoir également l'action des évangélistes. Les évangélistes sont extrêmement importants en Afrique. Et le choc, on va l'avoir. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne le voit pas aujourd'hui qu'il ne va pas apparaître. Ouais, décidément, c'est le retour du tragique dans l'histoire, un peu Absolument. partout et sur le continent africain en particulier. Sans compter que ça ne se limite pas à l'Ouest africain, mais nous avons la Corne de l'Afrique, nous avons le Mozambique, nous avons le Congo. Enfin, tout ça travaille à l'échelle continentale. Alors dans un instant justement, on va parler du vent frais aussi qui souffle dans le Maghreb avec le Maroc, parce que rien ne va plus entre la France et le royaume chérifin, et ça peut nous coûter extrêmement cher. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, nous parlons de l'Afrique aujourd'hui, de la France, de la place de la France en Afrique et des pays africains qui mettent la France dehors. Toujours en compagnie évidemment de Michel Onfray et de Maxime Lenagar, notre rédacteur en chef à Front Populaire, la revue, et frontpopulaire.fr. Notre invité est Gérard Chalian, géostratège, auteur de nombreux ouvrages de politique internationale que l'on est ravi de retrouver. Nous parlons donc de la place de la France et nos relations, j'allais dire nos actions, sont aussi au plus bas avec le Royaume du Maroc. Maxime Lenagar, qu'est-ce qui se passe entre la France et le Maroc? Parce que si vous comptez sur la télévision publique pour vous parler de ce qui se passe entre la France et le Maroc, vous n'êtes pas tellement informé. Alors c'est un dossier compliqué qui s'inscrit dans la durée et qui est parsemé de passes d'armes diplomatiques régulières. Souvenez-vous, en juillet 2021, le scandale du logiciel espion Pegasus, par lequel le Maroc est accusé d'espionner l'Elysée. À l'automne 2021, l'affaire des visas, qui voit la France restreindre l'accès à son territoire aux ressortissants marocains. C'est pour pousser le Maroc à coopérer en matière de gestion des flux migratoires. À l'époque, le roi du Maroc décide de rappeler son ambassadeur. Bref, on n'en sort jamais. En fait, la vraie pomme de discorde entre les deux pays, c'est le Sahara occidental, territoire de sable à la jonction du Maroc, de l'Algérie et de la Mauritanie, dont le statut juridique international est relativement flou depuis le départ de l'Espagne en 1976. Rabat est catégorique et revendique depuis des années sa souveraineté sur le Sahara occidental. L'Algérie, de son côté, soutient le Front Polisario, qui est un mouvement indépendantiste armé qui s'oppose à la souveraineté du Maroc. Résultat, alors que plusieurs pays internationaux ont reconnu la souveraineté du Maroc sur cette zone, la France refuse de prendre parti, on comprend pourquoi. Elle se retrouve face à un dilemme. Apaiser le Maroc implique de crisper l'Algérie et inversement. Un positionnement embarrassant, d'autant plus que les deux pays maghrébins, sur initiative algérienne, n'ont plus de relations diplomatiques entre eux depuis août 2021, donc depuis 2 ans. Oui, là c'est bien difficile de faire du en même temps avec le Maroc et l'Algérie. Michel Onfray, est-ce que l'on ne paye pas notre soutien aveugle à l'Algérie? Vous en parliez tout à l'heure, c'est un soutien d'autant plus aveugle que 60 ans après la décolonisation, vous nous le rappeliez, la France est toujours pointée du doigt, exécrée par l'Algérie. Il suffit d'allumer le journal télévisé du soir pour voir que notre pays est accusé de tous les maux. On avait d'ailleurs parlé dans Front Populaire lors du dernier déplacement du chef d'État à Alger de ce ressentiment anti-français.
Oui, ils sont forts de notre propre faiblesse, puisque nous avons à chaque fois des intellectuels de cour qui accompagnent les présidents de la République quand ils se rendent en Algérie pour leur faire savoir que nous avons été tellement terribles, nous sommes tellement immondes, nous avons à nous faire pardonner. Et évidemment, les Algériens adorent cette position que nous, les chefs d'État algériens adorent cette position que nous avons, parce que ils peuvent nous mépriser. Je veux dire, c'est un grand peuple, le peuple algérien, qui a le sens de l'honneur, qui a le sens de la dignité. Là, je distingue bien le peuple des chefs d'État. Et effectivement, il n'est pas très digne d'arriver comme ça à quatre pattes pour se faire fouetter en disant « fouettez-nous encore ». On passe pour effectivement des faibles. Et ce que nous sommes, puisque nous affichons notre propre faiblesse, et nous ne pouvons pas avoir une vraie politique très claire. Je dirais, il suffit de lire, par exemple, Tout compte fait, le livre que Simone de Beauvoir publie en 1972, c'est-à-dire 10 ans après les accords d'Évian. Et donc, elle dit, Simone de Beauvoir, pas susceptible d'être une fasciste d'extrême droite, etc., une islamophobe et tout ce qu'on voudra, elle dit, mais on n'a pas fait, parce qu'elle faisait partie des gens qui soutenaient le FLN, mais on n'a pas fait la guerre d'Algérie pour obtenir des femmes qui retournent à la maison pour faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, le repos du guerrier, qu'on déscolarise, qui se mettent à parler arabe et à porter des voiles. C'est pas Zemmour qui parle, c'est Simone de Beauvoir en 1972. La gauche aurait très bien pu, très tôt, s'emparer de cette phrase de Simone de Beauvoir, du moins de ce constat de Simone de Beauvoir, en disant, effectivement, nous n'avons pas donné l'indépendance à l'Algérie pour que les choses se passent comme ça, d'un point de vue du féminisme, d'un point de vue des droits de l'homme, d'un point de vue des droits des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc il y avait une politique à mener en faveur du peuple algérien et contre la mafia qui est au pouvoir depuis 1962. Ça supposait du courage, ça supposerait, parce que cette politique est toujours susceptible d'être menée, et elle n'est évidemment pas menée. De sorte qu'il faut aussi voir que quand il y a un problème avec le Sahara occidental, c'est que effectivement on laisse de côté quelque chose qui fait mal. C'est le problème de la normalisation des rapports du Maroc avec Israël. Ce que le Maroc fait très bien, c'est-à-dire nous devrions coopérer fortement et puissamment avec ce Maroc, avec lequel nous nous fâchons, parce que les Algériens, eux, sont dans des logiques antisémites et antisionistes, et qu'effectivement, ils sont dans une radicalité anti-juive, les Algériens, et que nous les laissons faire. Ouais. C'est la continuation de la politique islamophobe, enfin, de faiblesse, je dirais, islamophile plutôt, de la France. Nous devrions effectivement ne pas nous fâcher avec le roi du Maroc en pensant qu'il est l'homme de la situation, et nous devrions composer avec le roi du Maroc, plus le peuple algérien contre la mafia qui, en Algérie, confisque les biens du sous-sol pour avoir des appartements dans les meilleurs quartiers de Paris et mener une vie de patachon. Alors justement, Gérard Chaliand, je vous voyais sourire, cette mafia dont parle Michel, il faut rappeler aux auditeurs que c'est en fait un clan militaire, c'est une forme de junte militaire finalement. L'Algérie qui porte pas ce nom-là, évidemment, mais c'est un régime qui repose sur ses généraux. Ils ont confisqué le pouvoir en 1960 et quelques, et ils l'ont gardé. Et ils sont incapables de faire de la croissance. Si l'Algérie ouvrait ses portes, il y a 10 millions de types qui seraient partants pour quitter le pays. Et ils se débrouillent pour dire que tout ça, c'est à cause de la France. C'est trop commode. Les Algériens se sont battus pour être indépendants. Ils ont bien fait. L'Algérie n'était pas la France. Les Vietnamiens se sont battus pour ne pas être occupés par les Français. Quel est le résultat 60 ans après, regardez le Vietnam, chapeau. Chapeau remarquable. 8% de croissance économique. Des types fiers d'être vietnamiens, intelligents. Et j'ajouterais, pardon, pour mettre de l'eau à votre moulin, que revenant du Vietnam, j'étais estomaqué de voir la liberté d'expression qui règne là-bas. Exact. Si vous ne faites pas d'allusion sur les institutions, mais si vous pouvez très bien pointer du bois un ministre corrompu ou autre, vous parlez en toute liberté au Vietnam. Hein, tout à fait d'accord. C'est pas du tout l'image que l'on en a. Et alors, ils ont été suffisamment intelligents. Il n'y a pas de haine anti-française, comme dit Michel. Pas du tout. Il n'y a aucune haine anti-française. Oui, ils se sont battus. Ils reconnaissent d'ailleurs que la France a fait des choses, parce que le colonialisme a aussi fait des choses, quand même pas plaisanter. Moi, je me souviens d'Amilcar Cabral de Guinée-Bissau débarquant chez moi en 63 à Alger en disant ça, c'est du colonialisme. Si tu venais chez nous, ils n'ont rien fait, les Portugais. Bon,
C'est-à-dire que c'est très facile de dire, voilà, c'est toute votre faute, nous on était admirables, on a été formidables, et tout ce qui se passe, c'est de votre faute. Mais alors, je vois absolument pas pourquoi on serait, comment dirais-je, coupable. Hein. Moi, j'ai voté pour Macron. N'empêche qu'il y a une phrase de Macron que je trouve grotesque, c'est quand il a dit à Alger, le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité. Et si on dit ça, mais toute l'histoire humaine n'est qu'un long crime contre l'humanité. C'est absurde. Je veux dire, le colonialisme, il a ses aspects positifs, il a ses aspects négatifs, mais il a apporté quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a apporté? L'idée nationale. L'idée nationale n'existait pas en Algérie quand Abdelkader était là. Oui, il faut rappeler que c'était des landes, des déserts, et qu'il n'y avait pas de sentiment d'unité nationale, voilà. Pas du tout. Bon. Pas du tout. Alors ça, c'est important. Des tribus. Bon. Et alors, on ne peut pas s'en sortir en disant, depuis 60 ans, tout est de votre faute, etc. Ouais. C'est minable. En fin de compte, si vous voulez, on pourrait dire, c'est des faux culs. Vous êtes d'accord, Michel, avec ce que dit Gérard Chalian, à part sur le vote Macron? Oui, je souscris absolument. D'abord, je salue Gérard Chalian, parce que moi, je suis un amateur de tout ce qu'il dit depuis des années, et je regrettais qu'on ne le voit pas plus souvent dans les médias maintenant, qu'on l'a beaucoup plus vu à une époque, et moi, j'aimais beaucoup ses analyses, je les aime toujours. Mais de fait, il y a effectivement une espèce de haine de soi, que la France transmet un peu partout, avec des chefs d'État qui portent cette haine de soi, et nous ne parviendrons pas à régler le problème tant que nous serons dans cet éloge de la haine de soi. On fait l'éloge de la haine de soi en disant on a été nuls partout, tout le temps, en permanence. Je rappelle que cette gauche qui fait la critique du colonialisme a inventé le colonialisme. Quand on fait la généalogie du colonialisme, c'est une invention du jacobinisme français. L'universalisme d'un anarcharciste Claustre, par exemple, qui lui voulait une espèce de république universelle à partir de Paris, du Paris jacobin, le jacobinisme nous dit on va exporter les idéaux de la Révolution française à ces barbares. Je rappelle que quand on parle de Victor Hugo et de ces fameux États-Unis d'Europe en disant c'est tellement formidable, les gens n'ont pas lu le texte de Victor Hugo. Victor Hugo nous dit parce qu'il faut qu'on aille civiliser les nègres et les jaunes. Ouais. C'est quand même ça le texte de Victor Hugo, homme de gauche ou grande conscience de gauche. C'est-à-dire que c'est la gauche qui a inventé le colonialisme et c'est la gauche aujourd'hui qui nous dit que le colonialisme était une calamité. Alors il faudrait qu'il s'interroge sur ses valeurs d'universalisme. Moi je pense que l'universalisme est porteur de colonialisme. On estime qu'on a des valeurs qui sont supérieures à celles des autres et qu'on doit leur imposer parce qu'ils sont des barbares, et c'est à eux de faire une espèce d'autocritique. Donc elle n'est évidemment jamais faite. On estime que le colonialisme, c'est la droite, ce qui est évidemment complètement faux. Il y a eu un grand débat entre Jules Ferry et Clémenceau à l'époque, et c'est Jules Ferry, homme de gauche s'il en est un, qui a rendu possible le colonialisme de l'Afrique. Et ça, c'est encore la gauche qui est responsable de ce genre de choses et qui nous fait savoir que c'est la droite qui, elle, en est coupable. Il y a un moment donné où on devrait pouvoir faire de l'histoire sereinement en expliquant de fait que nous avons fait ce que disait Gérard Chalian, nous avons fait un certain nombre de choses qui n'ont pas été que de la barbarie ou du crime contre l'humanité. Construire des écoles, construire des chemins de fer, construire des hôpitaux, construire des routes, construire des occasions d'alphabétisation ou des occasions de vaccins. Pas dire ça d'ailleurs, je vais me faire attraper. Mais c'était l'occasion, mais je l'ai fait un peu exprès, c'était l'occasion d'apporter un peu d'humanité. Il n'y a pas eu que des... Bien sûr. On n'a pas fait que se faire suer le beurre-nous, le Burnou, exactement, en Algérie. Alors, dans un instant, on va justement essayer de voir ce que pourrait être la bonne distance entre la France et les pays africains. Et vous verrez que la solution, c'est aussi une question de souveraineté. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Nous parlons de l'Afrique aujourd'hui, plus précisément de la place de la France en Afrique et des pays africains qui, un à un, nous mettent dehors. Nous sommes en compagnie de Michel Onfray, de Maxime Lenagar, qui est rédacteur en chef de Front Populaire, la revue est frontpopulaire.fr. Notre invité est Gérard Chalian, géostratège que nous avons plaisir à recevoir ici. Et nous fixons dans cette dernière partie l'objectif d'essayer de comprendre quelle pourrait être la bonne distance de la France et de ses partenaires africains. Michel, on vous sait gaulliste. Je suis sûr que le général de Gaulle, sur l'Afrique, a quelques leçons à nous faire méditer.
Ouais, c'est la vieille leçon du souverainisme, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait effectivement que nous aidions ces pays à être souverains, que tant qu'à faire, plutôt que de placer des gens corrompus, on devrait pouvoir y placer des gens qui aiment leur peuple et qui travaillent pour leur peuple. On devrait pouvoir inscrire des collaborations durables avec ces pays. Pourquoi ne pas penser aussi à une forme de panafricanisme, c'est-à-dire la possibilité de réunir ces pays en disant mais quel type de collaboration pouvons-nous avoir avec vous? Comment peut-on travailler à tout ça? Quand on voit la Tunisie qui fait tirer sur des gens qui arrivent sur son territoire ou d'autres qui sont en train de régler des problèmes un peu violents pour le problème des flux migratoires. Oui, je dirais qu'il y a tout un travail à faire en bonne intelligence. Les pays africains ne sont pas que des coffres-forts dans lesquels on peut aller piller l'argent des Africains ou gagner par les Africains. Et simplement, il n'y a pas de politique africaine. Le général de Gaulle invité à une politique internationale. Nous devrions avoir des politiques très claires à l'endroit de la Turquie, à l'endroit de l'islam, parce que Gérard Chalion a très bien parlé tout à l'heure, effectivement, du bruit de fond qu'on entend dans toute cette histoire, qui est quand même le bruit de fond de l'islamisation. Effectivement, l'islam avance ses pions, et il y a dans les pays musulmans des pays extrêmement riches qui disposent de beaucoup d'argent, parce qu'ils disposent aussi de beaucoup de pétrole, et nous n'avons pas les moyens d'être à la hauteur, sauf que nous pouvons proposer de la diplomatie, des relations de collaboration. Moi, je crois toujours à la question de la coopération, de la mutualisation, et simplement c'est pas fait. Il y a personne pour travailler à ce genre de projet en France. Du côté pas seulement de Macron, on va pas accabler Macron tout le temps forcément, mais du côté des Maastrichtiens, je dirais, qui sont obsessionnels de leur Europe et qui estiment qu'en dehors de l'Europe, le monde n'existe pas. Vous vouliez prolonger ce que disait Michel Onfray, Oui, Gérard. je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il vient de dire, et j'ajouterais, si nous sommes, comment dirais-je, cohérents, c'est la francophonie qui se joue là. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de francophone finalement dans le monde aujourd'hui, à part le Québec? Le Liban, c'est fini. Quand j'étais beaucoup plus jeune en Roumanie, on parlait le français. Tout ça est terminé. Je veux dire, la francophonie aujourd'hui, ça se réduit en fin de compte à l'Afrique. Ou alors Quelques îles et l'Afrique. Voilà. Ou alors il y aura effectivement une francophonie vivace, capable de produire des écrivains, capable de produire des véritables, comment dirais-je, souverainistes dans des pays qui agissent et qui se développent. Ou alors on va, comme dire, ça aussi, va se déliter complètement, parce que finalement l'anglais ou une autre langue l'emportera. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas trouvé, depuis la fin des réseaux Focard, et d'ailleurs on va peut-être demander à Maxime de nous rappeler ce que c'était que ces fameux réseaux Focard pour nos auditeurs, mais est-ce qu'on peut dire que on n'a pas de deuxième souffle, on n'a rien inventé en politique internationale, enfin je veux dire en politique française extérieure, on n'a pas inventé une nouvelle politique africaine? Non. Voilà, bon, alors au moins c'est clair. Maxime, rappelez-nous ce qu'étaient les réseaux Focard, mis en place par les gaullistes et prolongés par les chiraciens, qui sont moins gaullistes que les originaux, on va dire. Oui, on en a parlé un petit peu en début d'émission. Pour rappeler quand même à nos auditeurs, les réseaux Focard, c'est le nom donné tout simplement au système d'influence, Michel Onfray l'a dit tout à l'heure, un français, en Afrique à partir de la décolonisation. Ces réseaux de renseignement et d'action ont été mis en place sous le général de Gaulle et confiés donc à Jacques Focard, son éminence grise en charge des affaires africaines, et surnommé d'ailleurs pour cette raison Monsieur Afrique. À l'époque, Focard avait, outre d'ailleurs un accès illimité et quotidien au général de Gaulle, la haute main sur tout ce qui touchait les intérêts français en Afrique, voyages officiels ou officieux, audiences, nominations, révocation d'ambassadeurs, renseignements, etc. Donc les réseaux Focard sont tout simplement l'autre nom de la France-Afrique. Système d'étroite collaboration que la France a conservé avec ses anciennes colonies, souvent à leur demande d'ailleurs, ce que rappelle régulièrement Hubert Védrine. Focard a continué de jouer son rôle sous la présidence Pompidou, avant d'être évincé relativement sous la présidence largement anti-gaulliste de Valéry Giscard d'Estaing, mais le système de la France-Afrique a perduré jusqu'à nos jours. On estime en général qu'un tournant a eu lieu dans les années 90 à partir du discours de La Baule, où le président Mitterrand conditionne les relations franco-africaines à la nécessité d'un processus de démocratisation des régimes africains. Petit à petit, les relations franco-africaines ont fini par être jugées trop étroites par une partie de l'opinion, et la France-Afrique est devenue synonyme de néocolonialisme. Gérard Chalion le disait tout à l'heure. À noter que si on n'ose plus parler de France-Afrique chez nous, on commence à parler de Chine-Afrique. Et comme le rappelle Hubert Védrine dont je parlais, la plupart des anciennes colonies africaines souhaitent garder une relation en fait avec la France, à la simple condition effectivement que celle-ci ne se comporte pas en terrain conquis. Et Hubert Védrine d'ajouter, je le cite, c'est intéressant: ce serait un paradoxe que la France soit la seule puissance du monde qui ne conserve pas une politique africaine, ou en tout cas une politique en Afrique, continent qui est l'objet de politiques très ciblées d'à peu près toutes les puissances, Chine en tête. Fin de citation.
Ouais, ces réseaux Foccart, Gérard Chaliand, vous les avez observés évidemment. Ils sont démonétisés aujourd'hui totalement? En grande partie, mais enfin nous sommes des conservateurs. Il faut quand même voir que les choses perdurent jusqu'à ce qu'elles soient balayées par d'autres. Là, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes dans une véritable redistribution des cartes, que nous sommes dans un monde en plein changement, et que d'une façon générale, nous sommes sur le retrait. C'est un fait. Et avec le matériel humain que nous avons, on ne va pas faire des miracles. Je veux dire, il n'y a pas le côté on va faire face, on va avoir une attitude offensive, etc., etc. Ça manque beaucoup. Je veux dire que nous sommes, comment dirais-je, nous sommes mobilisés pour quoi? Pour pas travailler jusqu'à 64 ans. Ouais. Vous parlez d'une mobilisation, franchement, je veux dire. À une période où tout le monde travaille jusqu'à 65, on se bat là-dessus. C'est à pleurer. Bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre débat, mais ça sujet. fait partie de l'ensemble. Mais il y a, je voudrais que Michel nous dise son avis sur l'extrait sonore qu'on a sélectionné aussi de Dominique de Villepin. Il dit quelque chose de très intéressant sur un peu cette fin des réseaux Foccart et le changement de paradigme de la politique africaine de la France depuis Nicolas Sarkozy. Alors on sait qu'il adore cibler Nicolas Sarkozy, évidemment, Dominique de Villepin, mais en gros, il nous explique, et on va l'entendre, qu'il nous explique qu'en devenant atlantiste, la France a cessé de parler au monde et aux Africains en particulier. On l'écoute et c'est Michel qui prend le lead. Nous avons choisi de nous occidentaliser depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2007. Nous n'avons pas poursuivi dans la voie qu'avait initié Jacques Chirac, ou continué Jacques Chirac, de liens extrêmement forts avec le Sud, dans le cadre d'une politique arabe, d'une politique africaine, d'une politique vis-à-vis de l'Amérique latine, d'une politique généreuse en matière de taxes financières. Tout ceci s'est arrêté par à la fois le retour dans l'OTAN et la France, au moment où les autres pays occidentaux se rendaient compte que la politique d'intervention militaire était une erreur, eh bien nous avons continué. Alors Michel, vous êtes d'accord ? Oui. Il y aurait des choses à dire sur Dominique de Villepin. Il dit des choses aujourd'hui qui sont pas toujours raccord avec ce Villepin-là. Ça, c'est le Villepin de l'ONU et il continue à entretenir cette carte-là. Et moi, c'est le Villepin que j'apprécie. Par ailleurs, son nouveau métier fait qu'il est obligé de prendre des gants avec un tel, bidule, machin, etc. Et que c'est toujours un peu problématique quand les gens qui ont fait de la politique internationale haut de gamme sont dans les affaires. C'est toujours difficile de garder leur liberté. Vous avez raison de le rappeler. Oui, parenthèse fermée. Moi j'aime beaucoup le général de Gaulle et je voudrais quand même dire qu'on parle des réseaux Foccart, etc. Moi j'ai lu les mémoires de Foccart et effectivement Maxime a eu raison de dire que c'était tous les jours ils se voyaient, que c'était une relation tout à fait particulière et que quand on regarde les échanges entre le général de Gaulle et Foccart, c'est pas de la petite politique politicienne. C'est pas exactement ce qu'on voudrait nous faire croire. Je rappelle que Mitterrand avait quand même nommé son fils Jean-Christophe Mitterrand responsable des affaires africaines et que ça n'a pas été très clair, très propre et très beau. Il y a eu quand même beaucoup d'argent détourné, de trucs un peu tordus. Le canard enchaîné, je crois bien, appelé Jean-Christophe Mitterrand Papa Madi. Et donc, il méritait bien son surnom. Et donc, la politique africaine de François Mitterrand n'a pas été terrible non plus. Donc, ce serait très bien qu'on ait un retour du gaullisme. Je ne pense pas effectivement que le meilleur gaulliste ait été Jacques Chirac. Oui. C'est trop facile aujourd'hui de le repeindre en général, mais si on veut trouver un futur à la France, du moins présent possible, on peut effectivement reprendre les vieilles idées du général de Gaulle, qui sont effectivement le souverainisme, mais en même temps la collaboration intéressée avec des nations et des peuples à qui on permet un certain nombre de choses et qui nous permettent aussi un certain nombre de choses, c'est-à-dire pas de relation de suzerain à vassal, mais de la coopération, ce que souhaitait le général de Gaulle, et je pense que c'est encore souhaitable. Il y a eu de la vassalisation avec Mitterrand et les réseaux Mitterrand. Ça a continué avec d'autres quand même, je pense. Les histoires de Sarkozy ont un peu quelque chose à voir, me semble-t-il. Je mets un point d'interrogation. Mais si vraiment on voulait avoir une logique un peu souverainiste et gaullienne et gaulliste, ce serait possible. Il suffirait juste d'avoir un grand président. La bonne distance, comme dit Michel Onfray, c'est chacun chez soi et une collaboration ensuite d'égal à égal, Gérard Chaliand. Le constat, pour ceux qui suivent la politique internationale de près, c'est qu'aujourd'hui, avec cette affaire ukrainienne, les États-Unis sont plus souverains que jamais en Europe. C'est ça, oui. Voilà. Bravo. Et ça, il faut le dire, il faut le répéter. Et dans cette affaire, nous ne sommes pas gagnants.
Gérard Chaliand, vous qui observez depuis tant d'années la politique internationale de la France, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil avisé aux successeurs ou aux actuels ministres des Affaires étrangères? Moi, c'est pas tellement mon style de donner des conseils. Mais enfin, ce que je souhaite, c'est que nous devrions avoir une politique nationale moins conservatrice, plus dynamique, et arrêter de pavoiser avec des gens qui font, en fin de compte, essentiellement des imposteurs de la violence. Merci, très bon mot de la fin. Merci Michel. On se retrouve samedi prochain. Merci Maxime. Dans un instant, on parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Et cet après-midi, vous allez retrouver toute l'équipe de Sud Radio Rugby dans la fan zone Sud Radio Rugby in Paris au village Saint-Germain. La prise d'antenne avec Alexandre Priam et nos consultants, c'est à 15h pour une journée rugby avec Marjorie Mayence et Julien Thomas. Et évidemment, nos invités. Rendez-vous donc dans le village Saint-Germain qui est habillé pendant toute la Coupe du Monde aux couleurs de Sud Radio, car Sud Radio, c'est la radio de la Coupe du Monde de rugby. Qu'on se le dise. Merci à tous, bonne journée. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray.